Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Ma Santé en Mouvement de l'association Assurance Prévention. Alors cette initiative Ma Santé en Mouvement, elle se fait en partenariat avec la chaire de recherche Santé en Mouvement de la Fondation Université Clermont-Auvergne, qui est soutenue par Assurance Prévention. Vous avez peut-être déjà écouté des précédents épisodes de ce podcast, également notre dernier webinaire qui était donc avec Laurie Isaco et Sarah Bagot sur le mouvement au féminin, et je suis avec Sarah Bagot, qui a participé à ce webinaire. Bonjour Sarah. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous avez donc réalisé votre thèse sur les athlètes féminines avec un focus sur le cycle menstruel. Alors pourquoi ce choix de sujet de thèse ? Alors dans un premier temps, c'était peut-être un sujet un peu personnel, si je puis dire, parce que je suis sportive et je suis une femme, donc c'est un sujet qui m'intéressait particulièrement. Et puis bonne nouvelle aussi, depuis quelques années, on a une augmentation du nombre de licenciées féminines qui pratiquent du coup un sport. Donc on est passé de 33% en 2015 à 39% là en 2023. Et pourquoi aborder ce sujet ? Eh bien parce que les femmes possèdent des spécificités hormonales qui leur sont propres et qui peuvent impacter les différents aspects de leur pratique. Alors, dans le cadre de votre thèse, vous avez étudié plus précisément le cycle menstruel. On va voir ce que justement l'étude des athlètes et des sportives nous apprend et peut nous permettre d'ailleurs, peut vous permettre, peut-être en tant que femme, vous êtes en train de nous écouter, de changer dans votre vie, de remettre du mouvement dans votre vie, dans votre quotidien. Avant, il faut qu'on redise, Sarah, que le mouvement, c'est bon, tous les âges, pour les hommes et les femmes, et plus particulièrement pour les femmes, pendant ce cycle menstruel. Effectivement, oui, comme on avait pu l'évoquer dans le webinaire, l'activité physique permet de sécréter des endorphines, et les endorphines permettent de réduire la douleur. Donc au contraire, si on a des douleurs pendant la période de règles ou la période prémenstruelle, il ne faut pas hésiter juste à aller marcher pour se mettre en mouvement finalement et avoir cette sécrétion d'endorphine qui permet de réduire les douleurs. Et au-delà de ces douleurs, ça permet aussi de réguler un peu son humeur. Si on va faire une petite balade au soleil, ça fait toujours du bien au moral quand on a ces règles. Voilà, c'est toujours agréable. Donc faut pas hésiter à aller se mettre en mouvement pendant ces périodes, effectivement. Le mouvement est clé pour lutter contre la sédentarité. Et pour les femmes, c'est d'autant plus important qu'il y a 3 périodes charnières dans leur vie, la puberté, l'adolescence, la grossesse pendant la maternité et ménopause, périménopause. L'épisode précédent de notre podcast était d'ailleurs avec Laurie Isaco où on a parlé donc de la périménopause et la mini-ménopause. Là, on va parler du cycle menstruel et on va essayer d'éclairer avec justement ce que vous avez étudié, ce que vous continuez à étudier sur les athlètes féminines. Effectivement, oui. Et puis, on a assez peu de données finalement sur la physiologie féminine. Donc, les conseils que je vais donner, ils sont applicables non seulement à la sportive, mais aussi effectivement généralisables à toute femme. Il y a une étude que j'aime bien prendre en exemple parce que les chiffres sont assez parlants. C'est l'étude de Paul et collaborateurs en 2023 qui ont montré que seulement 9% des études de ce domaine, des sciences du sport et de l'exercice, se sont focalisées chez la femme contre 71% chez les hommes, 20% pour le reste. Mais c'est vraiment un gros déséquilibre qui met finalement en évidence cette inégalité et les résultats trouvés chez les hommes sont extrapolés aux femmes. Et on a aussi un certain tabou, de manière générale, des femmes elles-mêmes finalement à en parler, et de plus en plus d'athlètes osent en parler. Et c'est notamment le cas, pour reprendre un exemple récent, des Jeux Olympiques d'hiver 2026, là, avec la patineuse américaine Amber Glenn, qui avait ses règles au moment de l'épreuve et qui a pointé du doigt le manque de communication sur ce sujet. Donc c'est important effectivement d'en parler aujourd'hui. Le cycle menstruel ne se résume pas aux règles. Dans le webinaire, on avait présenté ça comme étant 4 saisons, qui est une métaphore d'ailleurs que vous présentez dans votre thèse. On va le redire dans cet épisode. Donc ces 4 saisons du cycle menstruel, quelles sont-elles ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, effectivement, donc on peut diviser ce cycle menstruel qui dure en moyenne sur 28 jours en 4 phases. Donc, qu'on peut assimiler aux 4 saisons de la nature avec la phase hivernale en première partie qui correspond finalement aux menstruations, aux périodes de règles, qui dure
5 à 7 jours. Et en fait, c'est une période pendant laquelle on va avoir des taux d'hormones qui sont au plus bas, donc les œstrogènes et la progestérone qui sont au plus bas. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est de se reposer, de se blottir sous une couverture, comme en hiver, avant d'entrer finalement au printemps avec une augmentation des taux d'œstrogènes qui correspond à la phase folliculaire. Pendant cette phase, on a une sorte de regain d'énergie, un peu comme des fleurs, jusqu'à l'atteinte d'un pic finalement d'œstrogènes qui déclenche l'ovulation. Et donc là, on peut assimiler à l'été, qui arrive en moyenne au 14e jour du cycle. Et c'est une phase pendant laquelle on peut ressentir finalement un pic d'énergie, on est au top de notre forme, et ensuite on entre en phase automnale avec la phase lutéale qui correspond à une augmentation puis réduction des taux d'œstrogènes et de progestérone, qui peut être accompagnée comme 78% des athlètes de symptômes prémenstruels, donc fatigue, maux de tête, maux de ventre, irritabilité, etc. Alors, syndrome prémenstruel, vous l'avez étudié dans le cadre de votre thèse et de vos recherches auprès d'athlètes. Ce syndrome, on le retrouve aussi chez beaucoup de femmes, avec des manifestations de ces symptômes très différents selon les femmes. Effectivement, oui. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a ce qu'on appelle une diversité inter-individuelle et intra-individuelle. Donc la diversité inter-individuelle, c'est chaque femme est différente. Et intra-individuelle, c'est chez une même femme, chaque cycle va être différent. Et donc ces différences, elles peuvent être liées à la régularité du cycle et sa durée. À l'apparition de l'ovulation, on a 40% des cycles en moyenne chez les sportifs qui sont anovulatoires, donc on n'a pas d'ovulation qui apparaît malgré les variations hormonales. Les concentrations hormonales en elles-mêmes varient d'une femme à l'autre, on n'a pas les mêmes niveaux. Et effectivement, c'est cette perception des symptômes menstruels et prémenstruels qui va être variable d'une femme à l'autre également. Alors, vous avez étudié les entraînements des athlètes féminines et notamment l'adaptation des entraînements à ce cycle menstruel. Qu'est-ce que vous avez appris justement en faisant cette étude ? On avait fait 2 étapes, on va dire, dans cette étude. Dans un premier temps, déjà face au manque finalement de données à l'échelle des sciences qui sont liées finalement à un manque aussi d'outils validés et communs, parce que l'étude de la femme c'est quand même quelque chose d'assez récent, donc on manque aussi de méthodologie pour l'étudier. Eh bien on a développé un questionnaire dans un premier temps qui permet de caractériser le statut hormonal ovarien des sportives. Et de ce questionnaire, il en est ressorti que on avait pu finalement identifier les principaux symptômes menstruels et prémenstruels perçus par les sportives. Et donc, si je peux dire le top 5, eh bien, en premier lieu, on avait les crampes abdominales, en deuxième lieu, la fatigue, puis les problèmes de peau, les changements d'humeur et les ballonnements. Et ces symptômes étaient perçus par les sportives, par la majorité d'entre elles, on était entre 79 et 85% d'entre elles, perçus comme des freins à leur pratique et à leur performance sportive. Donc voilà, déjà ça a permis d'identifier ces symptômes. Et dans un deuxième temps, ce questionnaire, il a permis aussi d'être un premier pas vers la communication entre entraînés et entraîneurs. Donc ça permet d'aborder le sujet sans avoir à en discuter directement, parce qu'on peut être dans un premier temps mal à l'aise. Et ce questionnaire, on l'a ensuite utilisé effectivement dans une étude un peu de plus grande ampleur, on va dire, auprès de sportifs de bon et haut niveau qui pratiquent du football et du rugby. Et l'objectif, c'était d'identifier finalement l'impact de ce statut hormonal ovarien, donc la phase du cycle ou potentiellement la prise d'une contraception hormonale sur le poids et la composition corporelle, la dépense d'énergie, la prise alimentaire chez les sportives. Et de cette étude, nous n'avons pas observé à l'échelle du groupe entier de différence en fonction des phases du cycle ou en fonction de la prise de contraception, mais on a mis en évidence finalement ce que l'on retrouve aussi dans d'autres études, c'est cette variabilité inter-individuelle dont je parlais au début. Et donc l'importance finalement pour pouvoir prendre en charge les sportives et les femmes de manière générale, c'est qu'elles connaissent leur cycle et c'est d'apprendre en fait à faire avec de manière individuelle. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est justement d'apprendre à identifier les différentes phases de ce cycle menstruel, les différentes saisons, pour reprendre votre métaphore, Sarah, et à adapter l'activité physique selon ce cycle. C'est ça, exactement, oui. On peut essayer de mettre en place, on va dire, il y a des études qui ont essayé de mettre en place un planning, on va dire, de type d'entraînement à faire selon les phases du cycle menstruel. Mais bien sûr, c'est un planning généralisé et donc c'est pas adapté à chaque femme. Mais par exemple, dans cette étude, donc, qui est de Hamilton en 2012, qui a été faite en Angleterre, elle valorise, on va dire, la pratique d'une activité physique plutôt douce avec une reprise progressive pendant la phase de menstruation. Pendant la phase folliculaire, on va plutôt travailler
travailler sur la force, sur le cardio, avec un pic, on va dire, à l'ovulation justement, où là on va vraiment travailler la force de manière plus prononcée. Et ensuite, pendant la phase lutéale, on va repasser sur des exercices plus d'endurance, avec de la prévention des blessures et de la récupération. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire donc phase folliculaire, phase lutéale? Est-ce que vous pouvez nous vulgariser un peu ces termes? Ah oui, effectivement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on pouvait couper en quatre phases qu'on peut associer aux saisons de la nature. Donc, la phase de menstruation, c'est la phase, on va dire, hivernale. La phase folliculaire, c'est la phase printanière. La phase ovulatoire, donc qui dure 1 à 2 jours, autour du 14e jour, c'est l'été. Et la phase lutéale, où on a cette augmentation puis réduction des oestrogènes et progestérone, ça va être la phase automnale. Ce sont des conseils qui fonctionnent dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. De quoi on parle quand on parle d'alimentation saine et équilibrée, Sarah? On parle tout simplement, effectivement, d'une alimentation équilibrée. C'est quand on a suffisamment d'apports en glucides, protéines, lipides, donc et une bonne hydratation. Ça, c'est important, surtout dans le cadre de l'activité physique. Il faut vraiment bien s'hydrater, surtout quand on est sportive, parce que bon nombre de sportifs ne s'hydratent pas suffisamment, et surtout en période automnale et en période hivernale, donc pendant la phase prémenstruelle et la phase menstruelle. Et donc avoir une bonne alimentation, c'est avoir une répartition, on va dire, des apports en protéines, en lipides, donc les graisses, et en glucides, donc les sucres, qui est équilibré dans le sens où on va avoir 50% de ces apports qui doivent être des glucides, on peut dire 15% d'apports en protéines et le reste en lipides. Et bien faire attention aussi à varier les sources d'aliments, veiller à ne pas manger trop d'aliments transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés. Voilà, les messages des politiques publiques fonctionnent plutôt bien là-dessus. Et favoriser aussi en période menstruelle un apport en fer associé à de la vitamine C pour pouvoir réduire la fatigue justement liée aux pertes de fer avec le sang. Donc c'est là où ça se complique, parce que si on va dire on raisonne d'un point de vue masculin, comme il n'y a pas ce cycle menstruel, oui, on peut se dire tiens, chaque semaine je fais ça, tous les jours je fais ça, et avoir une régularité dans l'activité physique. J'ai pas parlé de sport, mais ça peut être du sport. Là où pour une femme, il va falloir quand même trouver un équilibre et adapter ça selon son cycle menstruel. Peut-être que la semaine où on arrive justement dans la phase prémenstruelle, c'est une phase où on va maintenir une activité physique, mais on va peut-être choisir quel type d'activité physique. Effectivement, oui. Et le maître mot aussi, c'est de ne pas culpabiliser si nos performances ne sont pas homogènes tout au long du cycle. C'est normal. Enfin, il faut pas se culpabiliser parce que on a un garçon à côté qui continue à progresser et nous, on a des petites phases de haut et de bas. C'est tout à fait normal. Il faut pas culpabiliser. Comprendre son cycle, c'est aussi ça. C'est aussi faire avec ces variations de performance qui peuvent avoir lieu. Sarah, vous le dites dans votre thèse, en fait, il faut pas voir le cycle menstruel comme un ennemi. Avoir son cycle menstruel, c'est un signe de bonne santé pour les femmes. Faut pas le voir comme un ennemi, comme vous venez de dire, parce qu'en fait, certaines femmes vont avoir une absence de règles après l'âge de 15 ans ou un arrêt des règles pendant plus de 3 mois consécutifs. Et ça, c'est pas un indicateur de bonne santé, c'est ce qu'on appelle une aménorrhée. C'est une absence de règles, en fait, qui peut refléter ce qu'on appelle le syndrome du RED, donc de la Relative Energy Deficiency, donc la faible disponibilité énergétique. Quand on observe ça, c'est que le corps, finalement, se met en alerte et privilégie les fonctions vitales. Et en fait, ça touche 20 à 50% des athlètes féminines, avec notamment des sports type les sports d'endurance, les sports esthétiques ou les sports à catégorie de poids. Et pourquoi est-ce qu'on observe ça? C'est parce qu'en fait, ça peut résulter de différents facteurs, de part et d'autre de la balance énergétique, donc des apports et de la dépense énergétique. Du côté des apports énergétiques, on peut avoir un apport alimentaire insuffisant par rapport justement à cette dépense énergétique qui est liée à l'exercice. Et donc ce déséquilibre, il peut engendrer finalement le fait que le corps va se mettre en alerte si on n'a pas suffisamment d'énergie, et la fonction reproductive ne fait pas partie des fonctions vitales de l'organisme, et donc il va mettre en pause cette fonction reproductive. On approche de la fin de cet épisode de podcast avec Sarah. Pour répondre à la question qui était posée dans le titre de cet épisode, ce que les études des athlètes féminines nous permettent de retirer comme enseignement, qu'est-ce que ça peut leur permettre de faire dans la pratique de leur activité physique? Alors,
Pourquoi suivre le cycle? Eh bien, dans un premier temps, pour identifier les symptômes physiques et psychologiques des athlètes, mais des femmes en général, pour pouvoir ensuite déterminer les périodes où on va être plutôt performante, des périodes un peu plus sensibles, et détecter les potentielles anomalies, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aménorrhée, ou alors des symptômes prémenstruels qui peuvent être trop douloureux. Il faut pas hésiter à consulter pour pouvoir ensuite personnaliser son entraînement et optimiser sa récupération, sa nutrition, son activité physique, etc. Et pour ça, donc, un message clé aussi, c'est d'oser en parler, oser parler de son cycle, oser en parler. Si on a un préparateur physique, il faut oser discuter avec lui. Si la discussion directe ne passe pas, on peut passer par des outils comme le questionnaire qu'on a développé pendant ma thèse, qui permettent d'amorcer finalement cette discussion. Les athlètes aussi, les femmes elles-mêmes peuvent suivre leur cycle sur 1, 2, 3 cycles pour pouvoir comprendre un peu mieux les modifications de leur corps, pourquoi est-ce qu'elles sont plus performantes ou moins performantes selon ces phases. Et ensuite, encore une fois, on adapte la prise en charge et on n'hésite pas à aller consulter des professionnels de santé, gynécologues, sages-femmes, médecins, etc. pour se faire accompagner. Merci beaucoup Sarah pour tous ces conseils et l'éclairage sur vos recherches. Alors il me semble que votre thèse elle est disponible sur internet puisque j'ai pu la consulter. Oui, effectivement, on peut, en tapant mon nom et thèse à côté, retrouver la thèse sur les archives ouvertes HAL. Très bien, vous voyez, la connaissance est partagée. Et puis, pour en savoir plus sur vous, Sarah, votre actualité? Eh bien, actuellement, je suis chercheuse en activité physique, nutrition et santé, et avec un volet plus spécifique sur tout ce qui va être nutrition et comportement alimentaire, en lien avec la santé des femmes, notamment au sein du centre de recherche de l'Institut Life. Et je suis chercheur associé du coup au laboratoire AME2P avec la chaire Santé en Mouvement. Merci beaucoup Sarah et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt avec Ma Santé en Mouvement proposé par l'association Assurance Prévention. Au revoir. Au revoir.